Hey, salut les runners! Alors, petite vidéo définition. J'ai eu quelquefois des petites questions sur des petits termes en anglais. C'est des questions qui reviennent, on se pose la question, mais pourquoi il y a des termes anglais sur les bouteilles de rhum? On est dans un pays français, on essaye de tout traduire en français, pourquoi on a encore des éléments comme foolproof, overproof, qui sont sur les bouteilles? Qu'est-ce que ça veut dire que single cask? Et bah tout simplement ce sont des termes anglais, oui effectivement, mais ils viennent en fait souvent du milieu du whisky, ou alors tout simplement également du rhum, mais parce que c'était souvent les Anglais en fait qui ont eu la mainmise en fait sur le rhum pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui en fait ils font une grande partie du rhum qui est consommé dans le monde. Donc comme pour le whisky, une grande partie des termes qui sont utilisés dans le métier sont des termes anglais. Alors certains ont aussi des traductions françaises, mais ça fait quand même beaucoup plus cool d'utiliser les versions anglaises de ces termes, de ces mentions, qui ont plus de pacte, qui ont plus de... un petit feeling, une note d'authenticité qui fait franchement cool sur l'étiquette. Single cask, small batch, ça fait vraiment beaucoup plus cool que petite cuvée ou un seul baril. Franchement en anglais ça donne mieux, hein, c'est beaucoup plus fun. Donc voilà pourquoi généralement les termes sont en anglais. Tout simplement pour un peu plus de fun, ou tout simplement parce que historiquement les embouteilleurs, les distilleries utilisent ces mots-là dans leur langage à eux. C'est les termes du langage en fait. Quand ils discutent entre eux, c'est ce genre de langage qu'ils utilisent. Donc c'est aussi ce langage qu'ils mettent sur les bouteilles. Alors, on va parler de quelques-uns de ces termes pour les définir, essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire et comment ils sont arrivés là. Alors, en premier, on va parler de cask strange ou barrel strange. On pourrait le traduire par à la force du fût. C'est un terme qui signifie, quand vous le voyez sur l'étiquette d'un rhum, que le rhum qu'il y a dans la bouteille est tiré directement du fût, sans modification. Il n'y a pas de filtration, il n'y a pas de réduction du rhum, il n'y a pas d'ajout de sucre ou d'additifs, de colorant, etc. C'est vraiment le rhum tiré du fût qui est dans la bouteille. Alors souvent, ça va être des rhums qui ont plus de 40 degrés d'alcool, même généralement beaucoup plus que 50 degrés d'alcool. Ce sont des rhums assez forts, qui ont une aromatique authentique, beaucoup plus forte, avec beaucoup plus d'éléments aromatiques à l'intérieur. C'est vraiment très intéressant, comme il n'y a pas de filtration, il n'y a pas de perte en aromatique, et généralement ça fait des rhums beaucoup plus appréciés des amateurs de rhum de dégustation. Alors c'est pour ça qu'on utilise ce terme, c'est vraiment pour signifier tout ça. C'est un rhum fort, un rhum qui a toute la force de son aromatique. Alors ensuite on a foolproof. Alors c'est un terme qui est assez difficile à définir parce que en fait tout le monde n'a pas forcément la définition exacte de ce terme, ou du moins l'utilise un petit peu à sa sauce. Si on veut, en fait c'est un terme qui désigne en fait que le rhum qui est dans la bouteille est sans aucune modification ou ajout entre la distillation et la mise en bouteille. Il faut savoir que, alors on pourrait se dire que, mais alors quelle est la différence exacte entre foolproof et cask strange? Et bien tout simplement, elle a lieu avant la mise en bouteille, au niveau de la distillation et de la maturation en fût. Il faut savoir que pour un cask strange, il est possible qu'il y ait différentes modifications entre ces deux étapes. Elles sont multiples. Vous pouvez tout simplement, par exemple, avoir une réduction avant la mise en fût. On peut réduire le rhum avant de le mettre en fût.
le faire passer par exemple de 70 à 60 ou de 70 à 50 avant de le mettre en fût. Il est possible aussi de faire cette réduction pendant la mise en fût. Pendant que le rhum est en maturation, tous les mois, on rajoute un petit peu d'eau dans le fût. Il y a deux avantages à ça, c'est que la réduction, elle se fait très très lentement. En plus, ça permet de compléter la part des anges, ce qui est aussi très intéressant. Et comme l'eau est ajoutée très lentement, ça réduit fortement le choc chimique entre l'eau et l'alcool. Une autre caractéristique est la possibilité d'avoir un finish. Tout à fait possible que lors de la maturation, au bout de 10 ans par exemple de maturation, on décide de le faire maturer pendant 8 mois dans un autre fût pour apporter une autre aromatique. Lorsque l'on met en bouteille, c'est tout à fait possible de l'appeler encore cast range. Mais ce ne sera plus possible de l'appeler un full proof. Un full proof, toutes ces petites modifications qu'il y a avant la mise en bouteille du fût, elles ne peuvent pas avoir lieu. C'est un distillat, mis en fût, maturé, et puis alors mis en bouteille. Uniquement. Aucune modification, aucun changement, aucune réduction. C'est full proof. Ensuite, ISR. Alors ça, c'est un terme assez intéressant et on a un équivalent en français, c'est le grand arôme. Alors, c'est un équivalent mais quand même assez différent parce que les procédés en fait sont différents entre les rhums grand arôme français et les rhums grand arôme anglais, qui en anglais seront dits ISR parce qu'en fait c'est dû à une fermentation qui est différente. Grand arôme en fait c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'éléments non-alcool qui apportent cette aromatique très très forte dans le rhum. C'est très très forte et très aromatique et donc ISR c'est ça que ça veut dire, c'est fort en ester, fort en éléments non-alcool. La particularité, c'est que pour les rhums de tradition anglaise, c'est quelque chose qui est assez commun dans les rhums anglais. Et par exemple, une des distilleries qui est caractéristique de ça, qui a fait sa réputation avec ça, c'est les rhums de la distillerie Hamden. C'est vraiment particulier parce qu'ils ont une façon de faire la fermentation qui est sublime. Enfin, moi j'adore ça, déjà leurs rhums je les adore, mais alors de voir un petit peu comment c'est fait, c'est étonnant. Il faut savoir qu'en fait ils préparent leur fermentation avec plusieurs éléments. Et déjà, il faut savoir que la cuve de fermentation, elle est à l'air libre. C'est-à-dire que n'importe quoi peut arriver dans la cuve et ce sont ces ferments naturels qui vont commencer à activer la fermentation de la mélasse. Mais il faut savoir qu'ils ajoutent également deux autres ingrédients pour favoriser cette fermentation et la rendre encore plus forte. Et dans une cuve, ils ont des fruits, les fruits de Jamaïque, ceux qui ne sont pas utilisés, qui sont impropres à la consommation ou impropres à la vente en fait, qu'ils vont mettre dans cette cuve à pourrir, à fermenter. C'est une sorte de bouillasse immonde. C'est vivant effectivement puisque c'est laissé à fermenter comme ça. Et ça, ils en prennent un petit peu et ils le mettent dans le ferment de mélasse. Et ils ont aussi une particularité, c'est que lorsqu'ils font une distillation, donc on a la vinasse, cette vinasse, ils la mettent en terre et ils laissent comme ça maturer en terre pendant quelques mois. Et une fois que ça a bien maturé dans la terre, ils prennent cette terre, ils la mettent dans une autre cuve qu'ils mélangent avec de l'eau et qu'ils font fermenter. Donc cet élément-là, qui est une fermentation de vinasse avec de la terre, ils en prennent également et qu'ils mettent dans la cuve avec la mélasse et l'autre élément de fruits fermentés. Donc tous ces éléments très spéciaux, franchement, quand ça paraît pas vraiment ragoûtant quand c'est dit comme ça, et c'est ça que ça donne cette fermentation très riche en aromatique, vraiment très riche en aromatique, et c'est ça qui est distillé pour avoir un rhum jamaïcain étonnant, ISR, avec toute cette aromatique qui a fait sa légende et qui est vraiment sublime. Moi j'adore ça, c'est vrai que c'est étonnant, quand on le prend au nez, ça prend énormément, c'est pas quelque chose qui est
qui plaît forcément à tous les amateurs, c'est normal. Il faut vraiment apprécier ce caractère éthylique qui sent l'essence, qui sent le détergent. C'est vraiment très spécial, mais moi j'adore. Ensuite, on a overproof. Overproof, encore un terme en proof. Faut savoir que proof, en fait, c'est un terme anglais qui fait en fait le middle, qui permet de se dire que le proof, le rhum est à 50 degrés. D'accord, c'est à peu près ça. C'est assez flou parce que il y a quelques différences entre l'Amérique et l'Angleterre, mais en quelque sorte, c'est ça. Le proof, c'est 50 degrés. Donc, overproof, c'est tout simplement au-dessus de 50 degrés. Un rhum overproof est un rhum qui sera au-dessus de 50 degrés. Il y a une autre particularité, c'est que c'est aussi un terme qui est assez lié au Navy Rum. Les Navy Rum, ce sont des rhums qui auront plus de 57 degrés. Pourquoi? Tout simplement parce que lors des batailles navales, il fallait qu'il y ait de la poudre à canon, bien sûr, et du rhum pour les marins pour qu'ils puissent s'hydrater. La particularité, c'est que la poudre à canon, si elle est mouillée, elle perd son caractère inflammable. Et des experts se sont aperçus que si on versait un produit alcoolique à plus de 56 degrés sur de la poudre à canon, cette-ci ne perdait pas son pouvoir inflammable. Donc il a tout simplement été décidé que les alcools qui seraient transportés sur les navires de la Navy devaient avoir plus de 56 degrés, 57 degrés. Voilà pourquoi les Navy Rum sont les rhums à plus de 57 degrés. Et donc, généralement, ce sont également des overproof. Ensuite, on a single cask. C'est le terme qui est très utilisé en ce moment, surtout avec la spéculation. En fait, on cherche à faire des produits d'exception. Alors, il faut savoir qu'un single cask, en fait, c'est tout simplement un rhum issu d'un seul fût de rhum. Ce fût de rhum va être sélectionné, donc c'est souvent un rhum quand même qui a été sélectionné pour sa qualité, pour son aromatique exceptionnel. On ne va pas faire un single cask avec n'importe quel rhum. Mais on veut quand même profiter de cette cuvée d'exception pour faire un produit d'appel, un produit qui va attirer des amateurs d'exception, en fait, qui veulent des rhums de collection. Ces bouteilles, comme elles sont d'un seul fût, elles sont limitées. On fait ça dépend des fûts, mais entre 400, 600, voire 700 bouteilles, 800 des fois pour les plus gros fûts. Donc c'est quand même une cuvée assez limitée. On va avoir un nombre limité de bouteilles. Généralement, avec un terme single cask sur la bouteille, on a le numéro de fût qui est indiqué et également le numéro de la bouteille, tout simplement. Ça donne un petit cash supplémentaire en fait à la cuvée, ça donne une valeur à la collection et c'est quelque chose que les amateurs, enfin les collectionneurs apprécient énormément. Et c'est quelque chose qui profite à la spéculation, donc en fait ce sont souvent soit des embouteilleurs ou même les distilleries. Maintenant il y a même les distilleries qui veulent profiter de ça et qui commencent à produire leur propre single cask pour pouvoir en fait essayer de profiter aussi de cette manne, de ces collectionneurs qui sont prêts à acheter des bouteilles à des prix qui sont pour moi un petit peu trop forts. Honnêtement, quand un rhum dépasse les 150 €, je trouve que ça vaut pas vraiment le coup. Honnêtement, pour 100 €, il y a des bouteilles qui sont superbes et qui ne sont pas forcément, si elles sont en dessous de ces rhums d'exception, ne sont pas vraiment bien en dessous. Le gap entre une bouteille de 50 € et une bouteille de 100 € est peut-être de ça par exemple, mais le gap entre une bouteille de 100 € et une bouteille de 200, 300 voire 400 €, il est beaucoup plus petit en fait. Il est vraiment très faible ce gap. Donc le fait de mettre autant d'argent dans une bouteille pour avoir un gap de qualité si faible, je trouve pas ça vraiment
très intéressant. J'y mets pas ce prix-là. Mais voilà, ça vous permet quand même de savoir que ce sont des bouteilles d'exception très intéressantes. J'en ai moi aussi, hein, par exemple, le Dépasse 2000, c'est un single cask. Il y a eu 2 fûts seulement qui ont été faits pour ce Dépasse. C'est quand même une cuvée étonnante. Alors pour un dernier terme, on va parler des small batch. Alors il faut savoir que batch en fait c'est une cuvée. C'est tout simplement un ensemble de fûts qui ont été mis ensemble, qui sont issus d'une seule distillation et qui représentent une cuvée d'un rhum qui généralement en fait les fûts vont être placés au même endroit dans le chai et qui donc représentent ce rhum là. Qui donc vont être assez proches. Les fûts vont souvent être exactement les mêmes, issus exactement du même bois, etc. Et qui vont donc être très proches les uns des autres et qui vont souvent servir justement à un assemblage et donc à un même embouteillage. Un small batch, eh ben, c'est tout simplement une petite cuvée. Il ne va pas y avoir beaucoup de fûts pour cette cuvée-là. C'est assez vague comme terme, mais bon, c'est peut-être un peu moins d'une dizaine de fûts pour cette petite cuvée. Et donc forcément, c'est une cuvée limitée. Un small batch, ça désigne en fait une cuvée limitée. Il y aura peu de rhum issus de cette cuvée. Par exemple, il va y avoir 5000 bouteilles pour un small batch. C'est un exemple comme ça, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins, c'est juste pour signifier le fait qu'en fait la cuvée va être petite et que très rapidement, surtout si en fait cette cuvée est intéressante, appréciée par les amateurs, et c'est une cuvée qui va très vite disparaître. Les bouteilles disponibles pour celle-ci vont disparaître très rapidement. Voilà pourquoi on utilise le terme small batch. Alors vous allez peut-être me dire qu'il y a d'autres termes, il y a plein d'anglicismes qui sont utilisés dans le rhum. Et effectivement, il y en a plein. Si vous voulez m'en donner d'autres que je n'aurais pas décrits, n'hésitez pas à me le dire. Dites-le moi en commentaire et puis je me ferai un plaisir de m'instruire sur ce terme, de bien le comprendre et de vous en faire un résumé. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous saurez mieux lire les étiquettes sur les rhums. Et puis voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Allez, tchuss les rhumeurs!